C'est vrai. C'est bon, c'est bon. On est très content d'être là. Je suis avec Michel Deschênes, ma collègue avec qui je travaille en collaboration depuis plusieurs années. Moi, je suis Séverine Parent. Je suis professeure en technologie éducative et en littératie numérique à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, au Québec. Je suis basée au campus Lévis. Je m'intéresse à la variation de l'engagement des étudiants dans mes recherches et aussi, on s'intéresse avec Michel à l'analyse des données d'apprentissage, à l'analyse de l'apprentissage depuis quelques années. Michel, je te laisse te présenter. Oui, de mon côté, je suis doctorante en technologie éducative à l'Université Laval à Québec. Je suis aussi enseignante au collégial, donc le niveau cégep, et chargée de cours à l'université également. Donc, ça va nous faire plaisir de vous parler. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur vous aussi. On Eh bien, un grand va. merci à toutes les deux de nous avoir rejointes et un grand merci aussi à Michel qui nous a mis en contact avec vous. Donc là, si vous en êtes d'accord, si cela vous convient, on peut prévoir 45 minutes ou 50 minutes d'intervention et ensuite il y aura des questions. Ça nous Voilà. convient tout à fait. On aura peut-être à un ou deux moments durant la présentation envie d'interpeller les participants. Si Oui, jamais d'accord. il y en avait qui voulaient intervenir dans le clavardage, dans le fond, pas de problème. Nous, ça nous fait plaisir de répondre aux questions ou aux interrogations ou de rebondir sur les commentaires au fur et à mesure. D'accord. Merci. Donc vous pouvez commencer. Donc voilà, on vous laisse la parole. C'est bon. Merci beaucoup. On s'intéresse aujourd'hui à l'apprentissage au numérique et à la gouvernance. Il faut savoir que durant la dernière décennie, à peu près, il n'y a pas si longtemps, la prise de décision dans les établissements scolaires, mais aussi dans d'autres domaines, est guidée de plus en plus par les données. C'est vrai dans différents secteurs d'activité. Par exemple, lorsque vous faites des achats en ligne ou lorsque vous naviguez sur un site Internet où vos clics sont analysés. On va s'intéresser aujourd'hui à l'analyse de données dans un contexte d'apprentissage pour les exploiter, entre autres, puis en tirer profit. Il faut savoir que Michel et moi, on a une expérience en intégration pédagogique au niveau de la classe, au niveau du numérique dans la classe. C'est un niveau micro. On s'intéresse aujourd'hui avec vous à l'analyse de l'apprentissage au niveau méso, peut-être un peu plus largement, au niveau d'un programme, par exemple. Je pense que votre projet sur l'ancrage du numérique dans les gouvernances, dans les établissements, s'inscrit un peu plus au niveau macro, mais je pense que ça va être facile de faire avec les exemples qu'on va vous présenter aujourd'hui, des allers-retours entre ces différents niveaux-là. Je vous présente le plan le déroulement du webinaire. On va s'intéresser à l'analyse de données. Il faut savoir ce que c'est. Puis, on va présenter une définition. On va s'intéresser aux données qui sont importantes. Vous allez voir, il y a plusieurs angles d'approche pour aborder les données. On va vous présenter plusieurs exemples d'utilisation d'analyse de l'apprentissage, des exemples québécois, mais aussi d'autres sortes d'exemples, peut-être canadiens, peut-être que vous en aurez aussi de votre côté. On va s'intéresser au niveau d'analyse, puis évidemment aux défis de la protection des données et de la vie privée. Donc, on a pour les 45 minutes, c'est le plan que nous avons. Il faut dire que, je vous le mentionnais en début de présentation, l'analyse de données gagne en popularité dans plusieurs domaines. Certains prétendent, et on adhère à la théorie, que l'éducation accuse un certain retard en analyse de données. On s'intéresse aux données souvent à long terme. Par exemple, on analyse le taux de décrochage des anciennes cohortes, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'année passée ou l'année précédente pour le taux de rétention, de diplomation ou de persévérance, bien, on n'est pas en train d'aider les étudiants qui sont là présentement dans notre classe. Donc, les données sont souvent utilisées à long terme et on manque des opportunités d'intervention ici, maintenant. Le numérique permet l'exploration des données, l'exploitation des données. On va s'intéresser à ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière d'analyse de données en éducation, comment les données peuvent soutenir les décisions en matière de gouvernance. C'est une tendance qui est émergente, l'analyse de données dans un contexte d'apprentissage, mais c'est aussi un enjeu très, très actuel. Je vous présente ici le rapport EDUCAUSE. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, il est sorti il y a quelques semaines. Vous avez ici la couverture de la version courte d'une quinzaine de pages, mais il existe aussi la version longue. Ce qu'on nous dit dans le EDUCAUSE, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus aux données. C'est d'ailleurs depuis plusieurs années dans le radar du EDUCAUSE qui nous informe sur les
tendances émergentes dans le monde de l'éducation. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'analyse des données d'apprentissage pour prendre des décisions dans la classe et au niveau de l'institution va être utilisée d'ici 3 à 5 ans dans les écoles. Donc, c'est maintenant, c'est à nos portes, il faut s'y intéresser maintenant. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est évidemment un défi. C'est un défi, comme on le disait tout à l'heure, en tant qu'objet, connecter les systèmes pour qu'ils se parlent. Puis c'est un défi aussi d'interpréter toutes ces données-là. La concentration croissante sur la mesure de l'apprentissage fait qu'on a un défi pour les interpréter, pour informer les étudiants sur leur progrès. C'est un défi aussi parce qu'il y a différents types de données, puis ils ne sont pas toujours faciles à mettre ensemble et à interpréter. Donc, si vous n'avez pas lu le rapport EDUCAUSE 2019, je vous invite à le lire. Ils sont chaque année, c'est un rapport qui sort, c'est à chaque fois très, très, très savoureux. On va s'intéresser à l'analyse de l'apprentissage. Je pense qu'il faut asseoir la définition avant d'aller un peu plus loin. Déjà, on a mis quelques pierres qui nous permettent de bien le comprendre. On vous propose une définition qui date de quelques années, qui est encore très, très actuelle. C'est une traduction libre d'une définition qui est de George Siemens, qui a été publiée en 2010 et publicisée en 2011 lors de la conférence Learning Analytic Knowledge, une conférence qui a lieu à chaque année, qui est un incontournable du groupe de recherche Solar. La définition qu'on propose, c'est la mesure, la collecte, la communication et l'analyse des données, donc plusieurs actions, des données sur les apprenants et leur contexte. On s'intéresse évidemment, dans le fond, à la personne, à son profil, mais aussi à tout ce qu'il y a autour de cette personne-là. Donc, l'analyse de données doit être contextualisée, dans le fond, et tout ça permet de comprendre et d'optimiser l'apprentissage. Comprendre, c'est quelque chose. Optimiser, c'est le changement de façon positive. Dans le fond, on veut pas juste accueillir les données, on veut qu'elles mènent vers l'action et l'action positive. On veut améliorer l'apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit. Dans le fond, on s'intéresse à l'apprenant, son contexte et, dans le fond, le milieu dans lequel il se situe. Je vous ai mis ça. On aimerait à ce moment-ci de la présentation, maintenant qu'on on a essayé de vous convaincre pendant quelques minutes que c'était une bonne idée de s'intéresser à l'analyse de l'apprentissage, qu'on a défini ensemble ce que c'était les différentes actions, puis on s'est intéressé au contexte. Jamais oublié le contexte. Est-ce que vous avez des données? Vous pouvez intervenir audio ou dans le clavardage. Est-ce que vous avez des données que vous trouvez importantes? Pour la gouvernance? Tout à fait, pour la gouvernance. Mais comme on le disait au début, c'est Marie-Jeanne c'est Viviane, je crois, qui nous le disait. Oui, il y a la gouvernance, mais la gouvernance, c'est le chapeau avec plusieurs piliers en dessous. Je pense pas qu'on peut... C'est ma perspective sur la chose. Je pense pas qu'on peut s'intéresser juste à la gouvernance en tant que chapeau. On s'intéresse aussi à ce qu'il y a en dessous, au programme, à la classe, aux intervenants. Est-ce que vous avez des données, mais la précision est bonne, en matière de gouvernance ou dans les classes? Est-ce que vous avez des données? Est-ce que vous aimeriez avoir des données auxquelles vous n'avez pas accès? Bien, il y a des données. Moi, j'ai été pendant longtemps responsable de programme puis coordonnatrice de département. Il y avait des données sur les résultats scolaires qu'on essayait de partager, des données sur l'assistance au cours. L'assiduité, oui. L'assiduité au cours. Il reste que pour la direction, c'était différent. Pour la gouvernance, en fait, les données qui étaient plus privilégiées, c'est les taux de persistance au cours, évidemment. Ce n'est pas l'absence au cours, mais la persistance pendant une session. Ou encore le fait que les données, notamment, ont fait les taux de diplomation, les taux de réussite de certains cours, des cours à obstacles. C'est des données qui actuellement sont utilisées, mais comme tu l'expliquais, Séverine, pas de façon ponctuelle. On a toujours un délai de traitement. Pas dans les médias, actuellement. Oui, même chose pour ici à l'Institut catholique de Paris. On a des données effectivement sur la réussite des étudiants, sur l'insertion professionnelle, et effectivement qu'on utilise
après coup dans le pilotage des formations, c'est-à-dire pour ajuster les choses. Si, je sais pas, si l'insertion professionnelle dans un diplôme est pas bonne, etc. Donc, on utilise ces données-là de manière macro, entre guillemets. En revanche, les données qu'on a, dont on dispose et que pour l'instant on n'utilise pas du tout, c'est effectivement les données d'apprentissage qui viennent notamment de Moodle, donc c'est-à-dire de notre plateforme d'enseignement à distance ou d'apprentissage mixte, où de fait on a accès à plein de données sur les temps de connexion des étudiants, les taux de complétion des exercices, etc. Alors qui peuvent être utilisés éventuellement de manière individuelle par les enseignants, mais à mon avis assez peu pour l'instant. Et en tout cas pas du tout de manière coordonnée au niveau de l'établissement. Viviane, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, même chose, effectivement. On n'a pas des données que l'on peut utiliser immédiatement. On a toujours des données, effectivement, avec voilà, un délai qui... Oui, oui, c'est vraiment intéressant de souligner ça parce que c'est la réalité, effectivement. En France, c'est la réalité, oui. C'est intéressant l'idée des données d'apprentissage dans Moodle. Il y a de très beaux... il y a de plus en plus, là, si votre Moodle est à jour, il y a des options d'analyse, d'action, de réaction, Il y a des modules aussi qui s'ajoutent. Il y a plusieurs modules qui peuvent être ajoutés. On a, avec Michel, animé un laboratoire à la vitrine technologie et éducation où est-ce qu'on s'est intéressé aux données d'apprentissage en mode action, où est-ce qu'on faisait le cours sur Moodle, puis on s'intéressait à nos données. Puis on s'est vite rendu compte que sans contexte, ces données-là étaient difficilement interprétables et pourtant, c'était nos propres données. On était très proche du terrain. Donc, il y a quelque chose là d'intéressant. Il y a le défi aussi, on le verra, de tout interconnecter tout ça, de voir là, quelles sont les actions par rapport à l'assiduité, par rapport au taux de persistance du cours, pour pouvoir aider ceux qui sont là maintenant. Parce que ceux de l'année passée, avec un peu de chance, ils ont déjà gradué ou ils sont passés au suivant. Puis ceux qui sont partis, ben, ils sont déjà partis. J'oubliais une chose aussi, c'est que souvent maintenant, avec les plateformes, puis c'est Laurent qui me le fait souligner, là, la question des travaux réalisés à distance, parce qu'on demande souvent des travaux à faire, des travaux formatifs qu'on souhaiterait, et on a plein d'informations effectivement sur Moodle. Et ça, c'est des informations on connaît peut-être, mais on ne sait pas toujours comment utiliser. Puis toute la question du secret, c'est-à-dire que on gère comment ces données-là face à l'étudiant, face à la classe. Il y a une gestion aussi des données qui, en tout cas, qui peut être Merci pour votre rétroaction. Ça va nous aider à accrocher les choses pour la suite. Michel, je te laisserai la parole pour la suite. Oui, tout à fait. Donc, les données qui sont importantes, on a utilisé le modèle de Bernard qui a défini 4 types de données qui sont potentiellement utilisables en éducation. Donc, le premier ensemble de données, c'est les données qui concernent le profil de l'étudiant. Donc, c'est ce qui va nous permettre peut-être de comprendre le contexte. On peut penser au genre, à l'âge, à l'origine ethnique, mais aussi à l'assiduité, à la langue maternelle, la fréquentation, le taux de décrochage, donc tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre la réalité dans laquelle l'étudiant est placé. C'est la partie du système sur laquelle on a très peu de pouvoir, finalement. Donc, on ne changera pas la date de naissance de l'étudiant, forcément. Mais de connaître ces informations-là, ça peut nous aider après ça à orienter nos actions. Le deuxième ensemble, on parle des apprentissages. Donc, évidemment, c'est pour analyser finalement les performances des étudiants, entre autres à des évaluations. Donc, on peut penser à tous les résultats scolaires qu'ils peuvent avoir à la suite d'un examen, à la suite d'un travail qu'ils auraient pu faire. Mais on pourrait aussi ajouter tout ce qu'on vient de dire là, sur les taux de complétion, par exemple, dans des activités sur Moodle. Ça nous permettrait d'aller au-delà de l'observation que le prof peut faire, mais d'utiliser, je veux dire, la machine ou l'environnement numérique d'apprentissage pour faire ces observations-là. Le troisième ensemble, c'est les données sur les processus scolaires. Donc, dans le modèle de Bernard, on parlait surtout de ce qui se passait en classe. Donc, un peu en fonction de ce que le prof choisit de faire comme activité d'enseignement, comme activité d'apprentissage ou d'évaluation. En même temps, quand Séverine et moi, on s'est mis à travailler sur ce modèle-là, on s'est rendu compte que dans nos milieux, ça allait beaucoup plus loin que ça.
Donc, au-delà de ce que le prof a fait cette journée-là en classe, c'est d'aller voir aussi les mesures qui peuvent être plus institutionnelles, par exemple, s'il y a un centre d'aide, s'il y a du tutorat qui est organisé par l'institution. Donc, aller voir tout ce qui pourrait permettre à l'étudiant d'avoir une expérience d'apprentissage différente, finalement. C'est pas toujours documenté systématiquement. Le prof, il va pas toujours aller inscrire ce qu'il a fait durant son cours. Donc, c'est difficile de savoir un peu, d'avoir ces données-là. Et le dernier ensemble, c'est les perceptions. Donc, ça va nous permettre de comprendre comment les acteurs perçoivent leur expérience d'apprentissage. Ça peut être sur leur environnement d'apprentissage, ça peut être leurs valeurs, leurs croyances, leurs attitudes. C'est des données qui peuvent être recueillies par des questionnaires. On peut faire des entrevues ou de l'observation. Et donc, pour chacun de ces ensembles-là, on peut faire une photo. Tu sais, voir aujourd'hui, l'étudiant a réussi son évaluation à 80%, par exemple. Donc, avoir un moment, une photo du portrait, finalement, de la situation. Mais on peut aussi les regarder plus en mode vidéo, donc voir sur une longue période comment ça a pu fluctuer, par exemple. Donc, si on a des évaluations, notamment les tests standardisés ou au Québec, on a l'épreuve uniforme de français, c'est la même évaluation chaque année. Donc, on peut voir comment les cohortes vont réussir ou pas cette évaluation-là. Je vais demander à Séverine de changer. Merci. Et donc, le modèle de Bernard, ça reprend ces 4 ensembles-là, mais ça vient, l'intérêt du modèle, en fait, c'est que ça vient les croiser. Donc, on peut avoir les interactions qu'il y a entre les différents ensembles. Donc, on pourrait croiser, par exemple, la perception des étudiants avec leur profil. Donc, comment les filles perçoivent quelque chose, comment les garçons perçoivent quelque chose. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci avec cette représentation-là. Donc, si vous avez fait des maths il n'y a pas longtemps, vous remarquerez peut-être que l'ensemble bleu et l'ensemble vert, donc le profil de l'étudiant et les apprentissages, c'est 2 ensembles qui ne se croisent jamais sans croiser autre chose. C'est la même chose pour l'ensemble rose et le jaune, donc les perceptions et les processus scolaires. Dans cette représentation-là, à aucun moment on a un croisement qui est unique, donc qui ne va pas aussi intégrer le profil ou les apprentissages. Donc, on a travaillé, Séverine et moi, à traduire le modèle, puis on en a fait une version avec beaucoup de couleurs, mais qui représente cette fois toutes les intersections finalement qui sont possibles. Ça amène toutefois un certain souci, donc la taille des intersections est différente d'une fois à l'autre. Donc, si on regarde l'intersection entre les processus et les profils, je vous le pointe dans mon écran, ça va très bien. Donc, entre l'ensemble rose et l'ensemble bleu, l'intersection est tout petite, alors qu'entre l'ensemble bleu et l'ensemble vert, l'intersection est beaucoup plus grande. Donc, nous, on veut pas que ça donne l'impression que ça a plus d'importance. On voulait vraiment s'assurer au moins que toutes les intersections étaient bien représentées. Et là, on va regarder différentes questions qui pourraient nous permettre que ce modèle-là nous permet finalement. Donc, dans un premier temps, si on regarde les intersections, par exemple, de 2 ensembles qui ont été mises en évidence, si on regarde l'intersection entre les apprentissages et les processus, on pourrait se dire, est-ce que les étudiants ayant fréquenté le centre d'aide ont mieux réussi à l'épreuve uniforme? Donc, on a donné une nouvelle mesure, donc un nouveau processus scolaire auquel ils ont été exposés, disons, puis on regarde les conséquences que ça peut avoir sur leurs apprentissages. Si on regarde un autre exemple, dans ce cas-ci, c'est un exemple avec 3 intersections. Donc, on peut voir que c'est l'intersection du profil, des processus et des perceptions. Donc, on pourrait dire comment les garçons et les filles perçoivent-ils les différents programmes d'aide qui leur sont offerts. Donc, on s'intéresse à leur perception, on s'intéresse au programme d'aide, donc au processus auquel ils sont soumis, puis on va aller voir selon leur profil. Donc, comment est-ce que les garçons et les filles les perçoivent de la même façon ou est-ce qu'il y a une différence qui pourrait nous renseigner finalement? Puis l'intérêt de ça, c'est aussi de se demander, maintenant qu'on fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on va faire différemment à l'avenir pour que les programmes d'aide soient mieux perçus, par exemple, ou comment on va travailler sur la façon de les rendre disponibles selon le profil.
Et donc, toutes ces informations-là, donc le modèle de Bernard qu'on a retravaillé, Séverine et moi, il permet d'aller présenter les données qu'on peut récolter de différentes façons. Donc, on en a parlé tantôt, il y a un paquet de données qu'on est capable d'obtenir à l'aide des outils comme Moodle, par exemple, les environnements numériques d'apprentissage. Donc, on peut voir avec les sections auxquelles on accède, aller voir les ressources qui ont été consultées, la durée de visionnement des vidéos, tout en étant très lucide à l'effet que c'est pas parce qu'un étudiant a visionné la vidéo, toute la période de la vidéo, qu'il a été forcément assis en train d'écouter, de comprendre, de faire tout ce que ça prend pour aller plus loin à partir de la vidéo. Donc, si ça se trouve, il est peut-être allé se faire un café au même moment. Puis en même temps, un étudiant qui ne la visionnerait pas au complet l'arrêterait peut-être parce que c'est quelque chose qu'il connaît déjà ou qu'il maîtrise déjà. Donc, on apporte beaucoup de bémols à ça. C'est pour ça aussi que depuis tantôt, Séverine parle de tenir compte du contexte. C'est tout ce qui va nous permettre de croiser les données puis faire en sorte qu'on ne fera pas un constat à partir de, par exemple, la durée de visionnement de la vidéo, mais aussi en allant croiser avec ses apprentissages, ses perceptions, les processus et son profil. Je vais passer la parole à Séverine. Merci, Michel. C'était une belle façon d'envisager. Merci, Michel, pour la présentation du modèle. L'idée, c'est d'aider à croiser les données qui sont utiles, celles qu'on a, puis celles qu'on devrait avoir aussi. La question du départ n'était pas tout à fait anodine. Dans le fond, un des pièges, c'est d'évaluer ce qui est facile à mesurer, de s'intéresser aux données qu'on a, puis de les interpréter, voire avoir envie de les surinterpréter parce qu'on les a, ou encore d'évaluer ce qui est facile, encore de mesurer ce qui est... je vais vous le lire. Il importe d'éviter le piège d'évaluer ce qui est facile à mesurer plutôt que d'évaluer ce qui a de la valeur, ce qui va nous mener à faire les meilleures interventions. Puis le modèle est là pour ça, à s'intéresser, dans le fond, aux données qu'on a, ce qu'on en fait, les placer dans le modèle, voir à quelles questions ça répond. Puis aussi, ça permet de voir là, qu'il y a d'autres portions du schéma qui sont moins couvertes. Ça permet de croiser avec les objectifs qu'on a, les visées, les défis qu'on a à relever, plutôt que de partir des données puis de se dire « Hey, on a ces données-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire? » Donc, l'idée, c'est parce qu'il y a des pièges. Il y en a plusieurs, c'en est un. Mais l'idée de s'intéresser, dans le fond, aux défis plutôt qu'aux données, dans un premier temps. On va vous présenter quelques exemples d'utilisation d'analyse d'apprentissage. Il y a quelques exemples qui sont tirés, on le disait tantôt, de la communauté Solar, qui a son colloque annuel, qui a sa revue. Vous allez trouver tout plein d'informations là-dessus. Et on va vous présenter aussi quelques initiatives québécoises de ce côté-ci de l'océan. Peut-être qu'ils vont pouvoir vous inspirer. Peut-être que vous avez des défis similaires aussi ou des objets qui pourraient vous intéresser. Le premier qui est présenté, ça s'appelle Learning Pulse. C'est un projet d'un professeur de l'Université ouverte aux Pays-Bas. Je vous présente le visuel de ce que ça donne, puis je vous l'explique ensuite. C'est un projet qui visait à documenter avec des biosenseurs portables, oui, des étudiants qui portaient des senseurs pour analyser leur apprentissage sur une période d'environ une journée. Donc, l'idée, c'était de collecter à chaque heure des données. Vous avez là, les biosenseurs, c'est la montre multifonction. On avait aussi les activités qui sont faites dans l'environnement numérique d'apprentissage. On a au centre, on a le petit bonhomme, le matelot. On a l'étudiant qui est là avec son profil. On s'intéressait aussi à la météo. Oui, on a noté quel temps il faisait lors de cette période de collecte de données-là. Et dans le fond, ce que ça a donné, c'est ce que vous voyez dans le téléphone à votre droite. Il y avait, dans le fond, 4 questions posées à chaque heure pour pouvoir documenter comment les étudiants se sentaient. C'était un projet pilote. Dans le fond, c'est Daniel Dimitri qui voulait tester un modèle. C'était vraiment un projet pilote. C'était des doctorants qui ont participé à la présentation. Mais on voit les possibilités. Dans le fond, c'est pour mettre la table. C'est une étude qui a été présentée en 2017. Donc, l'idée de connecter les étudiants avec des biosenseurs, de croiser avec les activités et de leur poser des questions, il y avait quelque chose quand même d'intéressant dans cet exemple-là. On a communiqué avec M. Dimitri, puis il poursuit ses recherches. Je suis persuadée qu'on va en entendre parler dans
dans les prochaines semaines. Puis il y avait quelque chose d'intéressant à cette étude-là, c'est qu'on posait les mêmes questions à chaque heure. Michel parlait tantôt de photographier, dans le fond, avec les données, ou de faire une vidéo avec les données. Dans ce cas-ci, on était plus dans l'ordre de l'itération. Il y a vraiment une vidéo, une stop motion qui peut être produite parce que c'est 4 questions récurrentes qui ont été posées plusieurs heures de suite sur une activité d'apprentissage. Je ne suis pas en train de vous dire de connecter tous vos étudiants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sont des possibilités, puis on va en voir émerger dans les prochaines années. Voilà, donc d'un peu plus près, l'idée de documenter, dans le fond, une question sur la productivité, une question sur le stress, une question sur le niveau de défi de l'activité qu'il est en train de faire et le niveau d'habilité. On n'est pas trop loin des facettes de la motivation ici. Et Learning Pulse, pour revenir au modèle, pourrait permettre de poser des questions qui sont entre l'apprentissage, l'activité qu'on est en train de faire et les perceptions, parce qu'on demandait l'avis par des questions aux étudiants. Donc, si on avait à situer Learning Pulse, on pourrait prétendre que ça se situe au croisement des perceptions, des apprentissages et du profil des étudiants, parce qu'on avait ces informations-là au centre de l'activité. Donc, oui, il y a de la documentation, là, c'est dans les bibliographies si vous voulez en savoir plus sur Learning Pulse. Et je laisse Michel vous présenter OnTask. Merci beaucoup, Séverine. OnTask aussi, pour lequel il y a de la documentation qui est fournie. Je vous présente quand même brièvement. C'est une application qui permet de fournir des rétroactions personnalisées. Donc, par exemple, un enseignant pourrait demander aux étudiants de compléter une évaluation sur Moodle et plutôt que faire un retour en grand groupe, il va plutôt envoyer un courriel personnalisé aux étudiants. Et là, j'ai envie de dire, les limites sont très peu nombreuses, dans le sens où on pourrait dire, par exemple, on va aller récolter toutes les réponses, on va les regrouper, donc tout ce qui concernait, par exemple, le chapitre 1, tout ce qui concernait le chapitre 2, le chapitre 3, puis en fonction des réponses qu'il y a eu pour chacun des ensembles de questions, on va être en mesure d'envoyer un courriel à l'étudiant qui dit, par exemple, tu as très bien réussi les chapitres 1 à 3, mais le chapitre 4 semble plus difficile. Retourne voir les pages 102 à 108 pour mieux comprendre cette partie-là. N'hésite pas à venir me voir après si tu as des questions toujours. Donc, dans l'exemple qui est là, c'est qu'on faisait des règles à partir de la note totale. Puis on pouvait dire, par exemple, quelqu'un qui est en échec, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une période d'aide à la réussite. On va pouvoir réviser l'examen. Ceux qui ont eu une note exceptionnelle, on pourrait leur dire, par exemple, on pense que tu pourrais être un tuteur pour les étudiants en difficulté. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, viens me voir. Puis pour les autres, on envoie le reste finalement de l'information. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler en... Non, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un sur la ligne en même temps que moi. Et donc, si on revient au modèle, OnTask pourrait se situer à l'intersection du profil et des apprentissages parce qu'il permet de connecter des informations qui proviennent de ces deux ensembles-là, mais on est capable de les connecter facilement ensemble pour ensuite faire une intervention. Merci, Michel. Si je peux me permettre d'ajouter sur OnTask, ça automatise des réflexes qu'on a parfois comme prof. De mon côté, j'enseigne au premier cycle, au baccalauréat. Puis en mode recrutement pour la maîtrise, quand j'enseigne en 4e année, c'est une manipulation que je fais manuellement. Cibler les étudiants qui ont été performants, les solliciter pour peut-être participer à un projet de recherche, pour les embaucher ou encore pour leur proposer de publier dans une revue professionnelle le travail qu'ils ont fait pendant mon cours. Et OnTask permet de faire ces manipulations-là. C'est quand on a rencontré la personne qui a produit ce logiciel-là, c'est ce qu'il nous disait aussi. Il ciblait ce que la machine lui disait comme étant les 5% des étudiants performants, puis les invitait à venir travailler dans le laboratoire avec les étudiants gradués. Donc, il y avait un maillage qui se faisait là, super intéressant. Donc, c'est les données qui nous permettent ça. Ça se fait dans OnTask, ça peut se faire dans Moodle aussi, ou ça pourrait, Michel nous disait quand on avait rencontré la personne, ça peut se faire aussi par une règle Excel. L'idée, c'est pas tant d'utiliser OnTask, mais de voir les possibilités d'automatisation, de collecte de données, puis d'intervention.
possible avec des outils comme ça. Je poursuis en vous présentant le module d'appui à la réussite. C'est un module qui a été développé à l'Université Laval à Québec. C'est un module qui a été envoyé en pilote en 2014 et qui est utilisé présentement. C'est un module, et là, il y a beaucoup d'informations, là, mais vous écouterez l'enregistrement, vous pèserez sur pause. Il y a beaucoup d'informations à l'écran. Le module, c'est un module qui est intégré au portail de l'Université Laval. Il faut savoir que l'Université Laval à Québec a son propre portail. C'est pas Moodle, c'est vraiment un portail dédié à l'interne. Et ils ont créé le module d'appui à la réussite qu'ils ont intégré dans leur portail. Ça s'adresse aux étudiants de premier cycle, donc ici au baccalauréat, donc les gens qui font leurs premières années à l'université. On cible surtout la première année. On sait souvent dans les programmes, la première année est une année charnière, entre autres d'adaptation à une nouvelle école, mais aussi souvent une réorientation, une orientation ou une validation de son choix de carrière. Vous avez ici le visuel. Ce que ça fait, le module d'appui à la réussite à l'Université Laval, c'est que ça crée un système de pastilles, vous les voyez à droite, là, à surveiller à risque ou en voie de réussite, à partir des actions ou des clics, disons-le comme ça, dans la plateforme Mon Portail de l'Université Laval et aussi, ça croise avec les résultats. Donc, il y a un algorithme quand même assez simple en arrière de tout ça qui fait qu'à partir du moment où l'étudiant a pas beaucoup cliqué ou n'est pas beaucoup intervenu dans la plateforme. Et il y a dans ses premières évaluations de la session des notes qui pourraient laisser à désirer. La pastille change de couleur. Ça s'adresse autant à l'étudiant qui peut avoir une idée de la couleur de ses pastilles qu'à l'enseignant qui peut avoir un portrait de son groupe. Et ça s'adresse aussi à la direction de programme. On a discuté avec une personne qui est à la direction de programme à l'Université Laval qui nous disait que pour cette personne-là, le module d'appui à la réussite intégré dans le portail était une poignée de plus pour pouvoir discuter avec l'étudiant qui est en problématique, pour pouvoir le faire venir à son bureau puis lui dire, ben écoute, vraisemblablement, tu as 5 pastilles rouges, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça donne de l'information. Ça ne dit pas nécessairement comment il va falloir intervenir, puis ça n'informe pas beaucoup du contexte. Mais à partir du moment où on a cette information-là, on a une poignée de plus pour pouvoir intervenir. Cela dit, comme je vous le disais, c'est un algorithme qui n'est pas très complexe. On a rencontré plusieurs étudiants qui avaient trouvé en quelques minutes comment faire changer une pastille du jaune au vert. Le module d'appui à la réussite s'intéresse au profil de l'étudiant et à son apprentissage. On n'interroge pas beaucoup l'étudiant sur sa perception. On est moins dans les processus. On croise vraiment les résultats d'évaluation avec le profil de l'étudiant dans un système de pastilles qui n'est pas tout à fait nouveau. Hein. C'était il y a plusieurs années à l'Université Purdue. C'est là que ça tire son origine. Ça a été mis en place dans plusieurs collèges au Québec, dans plusieurs universités aussi. C'est vraiment le système, le Early Alert, qui est mis en branle à l'Université Laval. Michel va maintenant vous présenter Fovea. Oui. Donc, Fovea, c'est un projet de Séverine et moi. Donc, c'est facile d'en parler pour nous. C'est facile de nous emballer aussi. Je m'excuse à l'avance si je m'emballe un peu trop. Fovea, là, on retombe un peu plus à l'échelle de la classe. Donc, c'est un projet qu'on a mené, Séverine et moi, en réponse à une problématique qui était que, comme prof, on n'a pas toujours toutes les informations, toutes les données que ça nous prend pour faire les meilleures interventions. Donc, on a des données, par exemple, sur les apprentissages, on connaît un peu nos étudiants quand même, mais quand on arrive avec des gros groupes, on n'a pas toujours accès à tout ce à quoi l'étudiant pense, par exemple. Donc, on est vraiment dans les perceptions des étudiants. Le fonctionnement est assez simple. C'est vrai que si tu veux changer la diapositive, s'il te plaît. Donc, une fois que le prof a configuré Fovea, les étudiants vont recevoir une notification à la fin de chacun de leurs cours. Donc, par exemple, j'avais des étudiants que je voyais tous les mercredis matins, donc à 11h50, quand le cours se finissait, les étudiants recevaient une notification par courriel ou texto et ils répondaient à 3 questions. Donc, 2 questions qui concernaient leur intérêt envers ce qu'on avait fait durant le cours. C'est pas de l'évaluation de prof, c'est pas de l'évaluation de cours, c'est vraiment leur perception de comment ça s'était passé finalement le cours d'aujourd'hui. Puis il y a toujours une question ouverte à la fin. Et à partir de ces questions-là qui se répondent en
3 secondes et quart, finalement, le temps de lire la question. On a accès ensuite à un tableau de bord. Donc, ici, on vous en présente un. Donc, ça, c'est ce que le prof voit. Donc, il y a la ligne qui est représentée dans le graphique, là, ce qu'on appelle l'indice FOVEA. C'est la moyenne des résultats entrés par les étudiants. Quand on clique sur un point, on a le détail qui s'affiche un petit peu plus bas. Donc, on peut voir combien d'étudiants ont répondu. Puis là, on a le détail du nombre de réponses à chacune des questions pour ce moment-là, finalement. À droite, on a les commentaires. Ils sont masqués en ce moment par souci de confidentialité. Puis, on a également des ressources qu'on rend disponibles aux enseignants et aux étudiants. Dans une prochaine version, ce sera des ressources qui vont être personnalisées. Donc, en fonction des réponses de l'étudiant, on va lui fournir des ressources. Puis, en fonction des réponses des étudiants, on va fournir aux profs des ressources. Puis, on voit aussi sur le graphique, là, il y a des petits drapeaux en bas où il y a conférence invitée. Donc, l'enseignant peut indiquer des notes. Il peut se prendre des notes sur ce qu'il a fait durant ce cours-là. Donc, ça permet parfois d'expliquer une baisse de l'indice FOVEA ou une augmentation au contraire. Donc, ça permet, c'est ça, d'avoir un meilleur portrait de ce qui s'est passé durant la session au fil du temps. Ça s'inscrit plus dans les perceptions. On ajoute peut-être un peu les processus parce qu'on permet aux profs de documenter ce qu'il a fait aussi. Donc, c'est pas nécessairement une action que les profs font de façon très régulière de documenter ce qu'ils ont fait à chacun des cours. Là, évidemment, ils ont leur plan de cours, mais de prendre le temps de l'écrire pour venir expliquer pourquoi on a cette réponse-là. Des fois, ça peut permettre aux enseignants de faire des modifications. Donc, pour la semaine prochaine, si je me rends compte que l'activité qu'on a fait aujourd'hui, les étudiants n'ont pas compris l'utilité de cette activité-là, bien, la semaine prochaine, je peux revenir sur les raisons pour lesquelles on a fait cette activité-là. Donc, pas nécessairement changer l'activité, mais de changer la façon de l'aborder. Puis, on peut aussi le voir d'un point de vue plus à long terme, finalement. La prochaine fois que je vais replanifier ce cours-là, quand je vais redonner le même cours l'année prochaine, je vais pouvoir plus facilement décider de ce que je conserve ou de ce que j'enlève, sans nécessairement changer tout le cours à partir des observations des étudiants, mais de mieux, en fait, d'intervenir avec toutes les données que ça me prenait finalement pour faire mes interventions. Merci, Michel. Un dernier exemple, connaître pour accompagner, un exemple vraiment local. Moi, j'étais au Cégep Limoilou il y a quelques années. Cégep, c'est niveau collégial, dans le fond, c'est entre le secondaire et l'université. Les jeunes ont entre 17 et 20 ans à peu près. Ils ont mis sur pied un programme qui s'appelle Connaître pour accompagner, CPA. L'idée, c'est de connaître les étudiants pour pouvoir mieux les accompagner. C'était à l'origine un questionnaire que les étudiants remplissaient, puis c'est devenu une formule très, très proactive en matière de persévérance et de réussite au Cégep Limoilou. L'idée, c'est de collecter des informations sur ce qui se passe dans la classe au niveau micro pour pouvoir intervenir au niveau du programme. Ça se fait avec des alertes, disons-le comme ça. C'est des alertes, ça a été fait en concertation. C'est un projet qui est soutenu à grands frais par la Fondation du Cégep. Donc, plusieurs intervenants ont été mis à profit. Les intervenants, incluant les enseignants, les professionnels, la direction, ont identifié 10 étiquettes, 10 alertes, disons-le comme ça. Vous les avez à l'écran. 10 alertes qui leur ont semblé, si je viens, super importantes en matière de soutien des étudiants vers leur réussite. C'est les profs qui font les alertes. Et là, je reviens sur ce que Michel de l'Apocataire avait mentionné en début de présentation. Ça soulève plein de débats sur on est en train de promener, de collecter, d'analyser, de se parler de données sur les étudiants. Il faut savoir qu'il y avait ce souci éthique-là à Limoilou. Les étudiants, quand ils entrent dans un programme dans lequel il y a Connaître pour accompagner, je pense que maintenant, c'est tous les programmes là, depuis l'année dernière, ils sont invités à signer une décharge comme quoi ils sont bien conscients qu'ils sont dans un programme qui est associé à Connaître pour accompagner et des professionnels, des conseillers pédagogiques, des aides pédagogiques individuelles, peut-être même des directions adjointes ou des directions aux études, vont collecter, analyser et regarder des données les concernant, tout ça dans un principe de les soutenir dans leur réussite. Donc, c'est fait avec une certaine transparence. La façon dont ça fonctionne, c'est que dans l'outil administratif de l'école, les enseignants sont en mesure de
de signifier des alertes. Par exemple, ils ont l'impression qu'un étudiant a un problème de santé. Il est un peu pâlo, peut-être qu'on s'intéresse vraiment à son profil, là. Donc, il y a un enseignant qui dit moi, je vais cliquer sur problème de santé pour mon étudiant. Et puis, il y a des professionnels qui sont libérés pour pouvoir jeter un regard global sur ces éléments-là. Donc, s'il y a juste un enseignant qui dit « je pense qu'il y a un problème de santé », ce n'est pas la même intervention que si la même semaine, il y a 3 enseignants qui voient le même étudiant qui font la même alerte. Donc, ça interpelle les étudiants, donc les connaître pour les accompagner, les enseignants qui font des alertes, puis qui participent aussi au comité de programme, j'y reviendrai, et les responsables d'accompagnement de programme, une personne qui est dédiée à suivre les intervenants aux 2 semaines, les enseignants, les professionnels, voir les alertes, les analyser, se demander où est-ce qu'on va intervenir, qui participent à une communauté de pratique et qui participent aux formations sur les besoins émergents. Et là, ça nous permet de revenir à la colonne des enseignants. Ces alertes-là nous permettent d'aider les étudiants, eux, dans leur profil, mais ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des écueils dans la formation. Ça permet à la direction de se dire c'est peut-être ce cours-là, pas parce que le cours est un problème, mais pour la perception des étudiants, ou c'est peut-être ici qu'on devrait intervenir, c'est peut-être cette semaine-là où on devrait faire quelque chose. Donc, le responsable d'accompagnement programme est en mesure de porter un regard global sur toutes les alertes qui sont signifiées, puis de s'intéresser soit au profil des étudiants, peut-être que dans un certain domaine, ils sont plus stressés, ou s'intéresser à la formation, peut-être que c'est ce cours-là qu'on devrait améliorer. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant au niveau de l'approche très, très globale de ce programme-là. On est un peu, si vous l'avez bien saisi, si je l'ai bien expliqué, on est un peu dans une logique différente du module de l'Université Laval qui collectait des données puis qui faisait une intervention à partir d'une pastille rouge. On a là vraiment une appréciation très qualitative du profil de l'étudiant, puis on a une intervention avec un responsable d'accompagnement programme qui est vraiment à échelle humaine. Donc, le connaître pour accompagner pourrait s'intéresser, dans le fond, comme on le disait tantôt, au profil, à l'apprentissage, au processus. Il y a quelque chose là de très, très, très global qui est très intéressant. C'est peu documenté parce que ça s'est fait la présence d'un chercheur. Mais cela dit, c'est très, très, très intéressant. Michel va nous présenter rapidement les plusieurs niveaux exemples. d'analyse. Vous avez vu qu'on ne se situe pas toujours à la même place. Parfois, on est plus au niveau de la classe, l'étudiant, l'enseignant. Donc, on est plus dans le learning analytique. Parfois, on est plus à l'échelle d'une institution. Puis, on pourrait même voir ça plus largement, là, une échelle régionale ou nationale, finalement. Là, on parle plus souvent d'académique analytique. Parmi les différents niveaux, si Séverine, tu veux passer à... Merci beaucoup. Il y a 4 niveaux donc, qui ont été documentés. La première, c'est des analyses descriptives. Donc, on vient documenter ce qui s'est passé à partir des traces disponibles. Ensuite, on peut essayer de documenter pourquoi c'est arrivé. On fait un diagnostic. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé finalement? Au 3e niveau, on est dans l'analyse prédictive. Donc, on essaie de prévoir ce qui va se passer. Donc, on pourrait, par exemple, prédire un échec d'un étudiant à un module qu'il doit suivre en se basant sur ses résultats antérieurs. Puis, dans l'analyse prescriptive, on vient définir ce qu'il faut faire pour que quelque chose se produise. Donc, pour que l'étudiant réussisse, qu'est-ce qu'on doit faire? Au-delà de, on prévoit qu'il va échouer, on vire ça de bord, puis on dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aider l'étudiant à réussir par la suite. Est-ce que je peux ajouter, Michel? Bien sûr. Vous voyez, plus on monte, plus on monte les marches, plus il y a quelque chose, garde les données qui se sont passées avant pour produire ce qui va se passer après. Donc, c'est pas nécessairement la même cohorte. Donc, si vous avez des programmes avec des élèves atypiques, il faut vraiment faire attention parce que ce que la littérature nous dit, c'est que pour l'analyse prédictive, ça ne sert pas nécessairement les minorités. Ça sert bien les groupes homogènes, mais à partir du moment où on a, par exemple, des minorités visibles, on a des retours à l'école, par exemple, tous des gens qui sortent un peu de la norme,
le prédictif fonctionne très bien pour le grand groupe homogène, mais à partir du moment où on a des disparités, il faut vraiment, vraiment être précautionneux pour prédire, prévoir ou prescrire des interventions. Donc, c'est à nos portes, hein, comme on le dit au début, c'est un enjeu qui est actuel et émergent. Donc, ça nous permet de mettre tous les bémols. Les bémols, entre autres, aussi pour la protection des données de la vie privée. On en a parlé un peu au début. Je me permets de terminer sur cet aspect-là qu'on peut pas écarter, qu'on ne va pas entrer de plein fouet dedans aujourd'hui, mais je me permets quand même de vous le mentionner. On s'intéresse aux données, mais il faut savoir quelles données. On le disait au début, c'est pas parce que la personne a cliqué sur une vidéo qu'elle l'a nécessairement vue. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a cliqué sur la vidéo. On ne sait pas si elle l'a regardée au complet, malgré qu'il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent là, d'arrêter de poser des questions pour voir où est-ce que la personne s'est rendue. Mais entre autres, dans le module de l'Université Laval, puis dans Moodle, moi, je sais que la personne a cliqué sur le plan de cours. Je ne sais pas si elle l'a téléchargé, je ne sais pas si elle l'a enregistré ailleurs, je ne sais pas si elle l'a lu, je ne sais pas si elle l'a compris. Ce que je sais, c'est que la personne a cliqué. Donc, il va falloir être prudent dans les données qui sont collectées par les environnements numériques qu'on a à l'interne, mais par les applications tiers aussi. Des données qui concernent l'apprentissage, puis des données qui concernent aussi le péri-apprentissage. Entre autres, là, des données que peuvent nous fournir les navigateurs ou les outils qu'on utilise. Cela dit, les recherches présentement sont hyper créatives. C'est ce qui est beau avec les domaines émergents. On a lu il y a quelques années une recherche qui s'intéressait aux livres qui étaient pris à la bibliothèque. En même temps, c'est super drôle si vous voyez le nombre de livres que j'ai de la bibliothèque sur mon bureau et que je n'ai pas nécessairement lu, que j'ai plutôt parcouru. C'est une donnée qui est intéressante, mais à prendre avec parcimonie. On ne peut pas non plus s'intéresser aux données sans penser à l'aspect éthique. Et je vous partage ici à l'écran l'initiative de la Open University en Grande-Bretagne, qui est un exemple qui est cité depuis plusieurs années. C'est fait, la collecte des données et leur analyse est faite avec beaucoup de transparence avec les étudiants. Les étudiants savent quelles données sont collectées à leur sujet, puisque ce qu'on en fait aussi, on est vraiment dans la transparence de l'algorithme ici. Dans le fond, l'idée, et Michel pourrait vous en parler beaucoup plus longtemps que moi, l'idée, c'est de ne pas faire ça dans le dos des apprenants, vraiment d'y aller avec transparence. Puis les 4 politiques qui sont là sont disponibles sur le web, sont dans la bibliographie. Vous pourrez les mentionner. Ça permet d'élaborer une approche qui est centrée sur les étudiants parce qu'après tout, c'est eux les principaux intéressés par leur réussite. Donc, je vous laisse aller voir ça. Je ne vous en fais pas nécessairement un résumé ici. Pour nous, ça terminerait la partie tout plein d'informations qu'on avait à vous donner. On serait intéressé à vous entendre, à apporter des précisions parce qu'on sait que ça s'est passé un peu vite. Puis pour être sûr de ne pas laisser de blanc, on a préparé une question qui pourrait guider les discussions ou si vous voulez aller ailleurs, c'est correct aussi. La question qu'on vous propose, c'est en matière de gouvernance, quels sont les changements que vont induire l'utilisation numérique et de l'analyse de l'apprentissage dans vos milieux? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, beaucoup d'apports qui étaient directement utilisables pour la gouvernance et le pilotage des établissements scolaires. Parce que, certes, c'est au niveau, oui, de la classe et de la personne, des étudiants, mais effectivement, en termes de choix dans l'établissement et en termes de... on voit bien effectivement comment on peut utiliser cela. Alors, par rapport aux élèves, mais moi je me disais, dans ce que vous avez dit également, on pourrait également imaginer de recueillir des données au niveau des enseignants, enfin, je veux dire de transposer ça effectivement au niveau des enseignants et de recueillir des données qui seraient intéressantes justement en termes de gouvernance et de pilotage. Oui, parce qu'il y a vraiment des exemples très, très intéressants et très, très complémentaires les uns des autres dans ce que vous avez donné. Donc, c'est vrai que pour le projet Ange, je pense que c'est très, très précieux ce que vous dites et transposable.
Merci. C'est vrai que dans le modèle que nous, on a présenté, parce que comme on le disait au début, on est plus au niveau de la classe, des apprenants, des étudiants, mais dans le système, quand on s'intéresse au contexte puis on y tient, c'est vrai que de collecter des données auprès des profs, ça pourrait faire un schéma en 3 dimensions. Il y a quelque chose, il y a une belle piste là, de s'intéresser à tous les niveaux. Parce que l'administration, la gouvernance, les gens qui l'incarnent ont les données. Là, en poussant les données d'apprentissage, je pense qu'on peut se rejoindre au centre, c'est vrai. Oui, et puis sur la façon de les utiliser. Je pense que ce que vous disiez effectivement sur le laps de temps, par exemple, voilà, qui fait que en fait, ce ne sont pas les données des étudiants que l'on a en cours. Ça me paraît très intéressant aussi, et très intéressant aussi pour la gouvernance et le pilotage. Ce sont des questions qui se posent à ce niveau-là aussi. Oui, oui. Donc effectivement, dans les outils que vous avez proposés, je pense qu'effectivement certains peuvent servir, oui, directement pour le projet Ange, pour la gouvernance et le pilotage. Oui. Merci. Michel? Je voudrais faire du pouce sur ce que dit Viviane et te dire là-dessus, Viviane, qu'il y a des cégeps qui ont fait ça et ça a eu des effets très malheureux. J'en ai un à l'esprit. Pourquoi? Parce que ça donnait une impression que la gouvernance était un organisme policier, c'est-à-dire que ça dépend de l'utilisation qu'on va faire des données. Dans le cas que j'ai en tête, on avait des données sur la moyenne des classes, les cartes types, on faisait des cartes types, les résultats scolaires, et on convoquait tous les professeurs qui n'étaient pas dans un standard groupe. Et ça a eu des effets très malheureux. Maintenant, Séverine, je voulais juste indiquer que le Cégep de la Pocatière a utilisé le formulaire de Limoilou pendant 4 années. Alors, moi, je peux te donner un bilan de cette expérience-là et répondre à ta question en même temps sur les changements que vont induire l'utilisation du numérique. Il n'est pas utiliser de pareilles stratégies, là, celles on-tax ou la vôtre, qui est intéressante en passant, ça demande quand même une formation, c'est-à-dire une formation sur l'outil lui-même auprès des enseignants, donc du temps. Pour la gouvernance, ça suppose de prévoir du temps et de la formation, et même de la formation pour les enseignants, et même de façon peut-être plus simplifiée, mais auprès de ceux qui vont être sujets à exploiter ces données-là. Alors, je pense aux étudiants eux-mêmes. Alors, ça, c'est un élément comme tel. Maintenant, ce que l'autre élément, c'est les résultats eux-mêmes. La formation de l'outil, oui, mais l'utilisation des outils, ça prend aussi une formation et ça demande du temps, encore une fois. Et ça prend aussi un encadrement des enseignants s'ils sont confrontés à certaines difficultés pour lesquelles ils ne sont pas capables de répondre par rapport aux résultats donnés. Je te donne un exemple. Nous, on a eu des étudiants qui étaient en situation de détresse psychologique assez importante, puis on n'avait pas les ressources adéquates pour répondre à l'intérieur du cégep et on n'avait pas prévu ce genre de situation-là. Alors, ça a posé quelques soucis à la gouvernance. Ça s'est réglé, mais en raison du temps que ça a été, ben, la gouvernance a décidé de reculer, on ne le fait plus. Parce qu'il fallait quand même administrer le questionnaire, il fallait donner les résultats. Maintenant, les programmes étaient très, très, très déçus parce que pour eux, ça leur a donné un éclairage sur leurs étudiants qui était très utile, d'après leur dire. Maintenant, la gestion des données est très, très délicate. Bien qu'il y avait de l'anonymat, il y avait beaucoup d'enseignants qui se sentaient vraiment débordés par cette information-là et qui ont même dit qu'ils ne regardaient pas l'étudiant de la même façon. Fait que ça aussi, il y a une précaution parce que si tu sais qu'un étudiant a un sujet dépressif et tu ne l'aurais pas su avant, quel est le regard que tu portes? Oui, c'est sûr. Oui. Alors, il y a des informations qui non seulement méritent des précautions, mais qui invitent une prudence terrible parce que l'interlocuteur n'est pas prêt à recevoir cette information-là. Alors, je donne le topo, c'est pas si simple que ça, puis les résultats ne sont pas si heureux que ça. Moi, j'avais une question, en tout cas, une autre, je vais laisser la place à d'autres, mais je me suis posé la question pourquoi vous êtes allé sur le champ des perceptions, parce que votre sujet, vous, était plus sur les perceptions et non pas
de l'étudiant. Alors ça, c'était ma question, mais j'arrête là. C'est juste ça. Très, très intéressant en passant. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. C'est vrai, juste avant de répondre à ta question, c'est vrai que oui, ça prend de la formation, mais je pense que ça prend aussi beaucoup, peut-être même davantage, un temps d'appropriation. Parce qu'il ne faut pas, de la part de tous les acteurs, de tous les acteurs, parce que on se rappelle dans la définition de l'analyse de l'apprentissage, il y a la mesure, il y a la collecte, il y a la communication, puis il y a l'analyse des données. Puis il faut pas penser que l'analyse, elle est extérieure. Moi, j'ai eu vent de des projets où les données étaient collectées, puis mises entre les mains des principaux intéressés pour dire, bon, mais comment on analyse ça maintenant? Tout ne peut pas venir de l'extérieur. C'est pas la formation, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur puis qui doit être implanté. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui doit être émergé. D'où le modèle revisité de Bernard qui dit, bon, mais qu'est-ce qu'on veut savoir? Maintenant, après ça, on va s'intéresser à quelles données va nous le dire. Donc, vraiment, je pense que ça prend un temps. Se donner les moyens, un temps d'appropriation, puis se donner les moyens. Les moyens, bien, oui, c'est du temps, c'est de l'argent aussi, c'est du dégagement. On en parlait à Limoilou, puis t'en parlais, Michel, ça va ouvrir des boîtes de Pandore assurément. Ce qui était dirigé vers l'étudiant à Limoilou, s'est avéré une belle boîte de Pandore pour parler pédagogie avec les enseignants. C'est vraiment là que ça s'est passé. Donc, ce qui devait se passer dans la classe a eu une répercussion un peu plus grande sur les programmes. Et pour parler, dans le fond, des perceptions, et pour nous, on regardait ce qui s'est fait. On était au Learning Analytic Knowledge en 2017. On a passé notre tour en 2018 parce que c'était en Australie. Mais on va peut-être aller vous voir en Europe en 2020. Ça va être en Allemagne. Donc, peut-être qu'on y sera. C'est juste un petit peu plus proche, à peine. Donc, l'idée, c'est qu'on regardait ce qui se faisait, puis beaucoup d'interventions étaient basées sur les différents aspects qui sont plus faciles ou qu'on a. On a le profil de l'étudiant parce qu'il est inscrit. On a une idée des apprentissages. On peut regarder et des processus. On peut regarder le programme. On peut regarder le plan cours. On peut regarder le plan cadre. Mais rarement, vraiment rarement, on demande au principal intéressé, l'étudiant, ce qu'il pense de tout ça puis comment il vit tout ça. Et vraiment, pour nous, c'était de donner une voix aux étudiants. Puis sur la base de leur perception, c'était très important parce qu'on ne veut pas évaluer l'étudiant dans notre perspective. L'apprenant n'est pas en position de juger de la valeur ou pas de l'activité pédagogique. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut vraiment avoir sa perception. Donc, on s'est confronté. Moi, j'ai utilisé un outil qui ressemblait à FOVEA, mais plus manuel dans ma thèse. Puis, on s'intéressait, dans le fond, à comment l'étudiant avait perçu ce que le prof avait pensé qu'il avait fait ou dit. Puis, des fois, il y avait un décalage. Puis, le prof, il me disait, oui, mais je l'ai dit, puis je l'ai fait. Puis, l'étudiant, ils l'ont pas attrapé. Puis, je disais, mais on ne s'intéresse pas à ce que tu as pu faire, puis dire, puis t'es poumonné à faire, puis mimer en classe. On s'intéresse à cet écart-là. Pourquoi ça ne s'est pas rendu? Bon, mais est-ce qu'on le redit autrement? Est-ce qu'on le fait autrement? Est-ce que c'est une autre ressource? Puis comme Michel le disait, les répercussions étaient que soit le prof continuait jusqu'à temps qu'on réduise l'écart, soit qu'il le faisait autrement. Puis d'autres fois, on misait sur une certaine solidité pédagogique, on ne changeait rien, puis on disait « Ben écoute, on continue à le faire. Vraisemblablement, ça ne passe pas, mais laisse-moi une semaine ou deux, on va continuer, puis peut-être qu'on va réduire l'écart. » Puis le fait de s'intéresser à cette variation de perception-là dans le temps permettait de voir quand est-ce que ça va passer. Puis oui, bien, ça varie, donc on finit par y arriver. Donc l'idée, c'était de dire, bien, on va s'intéresser aux principaux intéressés de l'apprentissage, ceux qui sont... Oui. C'est en ça que ça me paraît intéressant pour le pilotage aussi. Ça me paraît intéressant pour le pilotage. Aussi, à d'autres niveaux. Alors, après, j'entends ce que tu dis, Michel, mais il y a effectivement là des collectes de données qui peuvent être intéressantes, oui, à d'autres niveaux. Pour aller dans le sens effectivement de Michel, puis pour continuer sur cette discussion-là, moi j'avais deux choses qui me venaient. Une chose qu'on a mis en place à la Cato Paris, en fait, sur l'évaluation des enseignements pour le coup, et où, comme le disait Michel, c'est un sujet très très compliqué, et puis les enseignants peuvent facilement se braquer quand on essaie de mettre en place ce type de dispositif. Pour le coup, c'était moi qui portais ça à l'époque pour l'ICP, enfin, on m'avait missionné pour le faire. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est le questionnaire qu'on avait mis en place d'évaluation des enseignements, on l'avait co-construit avec des enseignants volontaires et avec des étudiants
Un des éléments qui était ressorti et qui était intéressant qu'on avait mis dans le questionnaire, c'était par exemple de demander aux étudiants est-ce que ce qui est dit dans ce cours est redondant avec des choses qui sont dans d'autres cours. Et typiquement, une donnée qui était assez difficile à voir, qui est difficile à voir pour l'enseignant, et même difficile à voir en fait au niveau macro, et donc qui permet qu'on pouvait faire ressortir par ces questionnaires, et qui évitait de se situer sur un terrain, comme vous disiez, qui était de dire est-ce que c'est bien ou pas bien ce que tu fais dans ton cours, quoi. Où là, on se plaçait sur un autre niveau, et ce qui permettait de désamorcer un peu. L'autre questionnement que j'avais, effectivement, c'était sur la question des données de santé et notamment sur les questions de dépendance, d'addiction que vous citiez là dans l'un des projets, et que vous placiez sous un chapeau d'éthique de manipulation des données. Pour le coup, dans le cadre français, on est au-delà de l'éthique parce qu'en fait, c'est dans le cadre français, il y a une réglementation qui est très très stricte. Alors je ne sais pas ce qui est le cas pour le Québec ou pour le Canada, mais en fait nous en tant qu'université, on n'a absolument pas le droit d'aucune manière de manipuler ces données sur la santé des étudiants, et absolument pas d'aucune façon sur ce qui est, y compris sur l'état psychologique des étudiants. Pour le coup, on peut avoir des psys dans l'université qui sont astreints au secret professionnel et donc qui vont absolument pas dire aux enseignants ce qui s'est dit dans le cadre Oui, tout à fait. Éventuellement, qui peuvent renvoyer eux ensuite vers un suivi qui va être plus lourd de l'étudiant, etc. Mais on est complètement hors des liens avec l'académique. Et même pour les étudiants en situation de handicap, on est en France sur un système où les étudiants vont voir un médecin agréé qui va déterminer quels sont leurs besoins pédagogiques. Le médecin va nous transmettre les besoins pédagogiques, mais sans jamais nous donner d'informations sur la situation de santé de l'étudiant, en fait. Il ne nous donne des éléments que sur ce dont l'étudiant a besoin pour réussir sa scolarité, ses examens, et ensuite c'est à nous de nous adapter. Mais encore une fois, c'est des données qu'on n'a absolument pas la possibilité d'exploiter légalement, quoi, je veux dire. Donc là, oui, je comprends. Si je peux me permettre de préciser, pour les problèmes de santé, ça pourrait être, par exemple, un étudiant qui s'endort dans la classe. Bien, vraisemblablement, il a l'air de manquer de sommeil parce qu'il a besoin de la journée puis de son cours pour s'endormir. Et que ça peut être ce genre, mais c'est pas lié avec... Je sais que je ne pourrais pas collecter cette information dans l'information en France. Je prendrais vraiment un risque. C'est vrai, mais c'était des... informations personnelles de ce type-là sur les étudiants. Oui. C'est vraiment... on est, pour le coup, en France, je pense, dans un système qui actuellement... on a beaucoup verrouillé ce par les institutions des données des usagers, quoi. Donc, c'est des alertes qui ont été définies par les profs, les conseillers pédagogiques, entre autres. Probablement que si c'était à utiliser dans votre contexte, il y en aurait probablement d'autres. Puis celui-là serait écarté parce qu'il y en avait d'autres. Là, oui, c'est ça. Non, c'était vraiment sur les questions de santé, quoi. Effectivement, pour les autres aspects. Enfin, pour les aspects qui sont proprement sur l'apprentissage et académique, on voit bien Oui, là, on voit bien. Oui, l'intérêt. Hein. Oui. Je regarde l'heure, Séverine et Michel, nous avons dépassé un petit peu. Alors, je ne sais pas. Oui, vous étiez prise à 13h. Hein. Donc, on va peut-être alors clore là, en vous remerciant vraiment beaucoup, toutes les deux, parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on va poursuivre vraiment la réflexion sur les pistes que vous nous avez données. Ah oui, et donc, nous avons de la lecture là qui apparaît. Oui. Et c'est vrai que c'est une réflexion et une recherche qu'il serait intéressante de poursuivre avec vous, parce que, oui, avec toutes les, comment dirais-je, toutes les attentions, effectivement, qui sont soulignées par Michel, par Laurent, oui, et avec, effectivement, ce qui est permis et qui n'est pas permis dans chaque pays, ce sont effectivement des éléments très, très intéressants pour la gouvernance et le pilotage aussi. Donc, un grand, grand merci à toutes les deux. Merci de nous avoir invités. Au plaisir, nous espérons de vous retrouver une autre fois alors. Merci. Au plaisir de tenter beaucoup davantage. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bon succès dans vos projets, merci.